Il y a 10 ans, un événement sans précédent bouleversa le ciel de Tokyo. Une structure étrangère, surnommée le Château Inversé, apparut soudainement dans les airs, surgissant de nulle part. Peu de temps après cette manifestation, plusieurs donjons commencèrent à émerger un peu partout au Japon, changeant à jamais la face du monde. Un phénomène unique se produisit. Le mana se mit à infuser les humains, éveillant en eux des capacités latentes. Ces individus furent appelés les doués, et ils pouvaient affûter leur talent pour devenir des magiciens capables de combattre les donjons et de s'élever vers la gloire. Ce qui rendait ce don encore plus fascinant, c'était que la couleur du mana émanant du corps d'un mage permettait d'évaluer ses aptitudes. Généralement, chaque mage possédait une seule couleur, reflet de sa spécialité. Mais dans de rares cas, des mutations apparaissaient, donnant naissance à des individus maniant 2 couleurs. C'est précisément le cas du frère cadet du protagoniste. Kurosaki Kai est un manieur de mana à double couleur, maîtrisant à la fois le rouge et le bleu. Confiant, il fait face à un monstre terrifiant sans la moindre hésitation. Le combat débute alors que la créature fonce sur lui dans le but de le déchiqueter. Mais pour Kai, membre émérite des doués, ce n'est qu'un détail. Il active aisément son pouvoir et lance une attaque sous forme de lance démoniaque. L'arme, chargée de son énergie, transperce la peau du monstre avec une facilité déconcertante, le réduisant en poussière d'un seul coup. Une fois la bête abattue, Kai s'avance pour récupérer sa pierre sous le regard blasé de son frère. Malgré son statut de Benjamin, Kai traite son aîné comme un moins que rien et lui jette la pierre à la tête, lui rappelant de ramasser toutes les ressources qui traînent. À ce moment-là, Kai avait déjà atteint le niveau 89, un rang extrêmement élevé qui lui avait valu le titre de roi pourpre, le consacrant comme l'un des mages les plus puissants de l'histoire. Malheureusement, l'exact opposé s'applique à son pitoyable frère aîné, notre cher protagoniste, dépourvu du moindre talent ou compétence. Vous vous souvenez de la rareté des mages à 2 couleurs? Eh bien, notre héros détient lui aussi une forme de rareté, mais à l'extrémité opposée du spectre. Il est un cas unique, un mage sans couleur, totalement dénué de pouvoir. Voici Kurosaki Rei, le perdant de niveau 1. Mais Rei se distingue par sa persévérance. Malgré l'absence totale de dons, il est déterminé à devenir un mage coûte que coûte. C'est pourquoi, pour l'instant, il travaille comme porteur, une sorte d'assistant logistique, dans l'équipe de son frère, qui a consenti à l'emmener avec eux par pitié. Depuis tout ce temps, Rei prend part à des quêtes périlleuses, se traînant misérablement dans l'espoir qu'un jour, par miracle, ses pouvoirs s'éveillent enfin. Il a placé toute sa foi dans cette mince lueur d'espoir et continue à les accompagner aujourd'hui encore. Passons à la situation actuelle du groupe. Ils viennent d'arriver devant la salle du boss. Vu comme les choses se sont déroulées jusqu'à présent, les sous-fifres de Kai pensent que ce combat ne sera qu'une formalité. La gigantesque porte s'ouvre, leur permettant d'entrer dans la pièce obscure. Le groupe de Kai pénètre dans l'obscurité, tout en scrutant les lieux. Soudain, ils distinguent une silhouette face à eux, au loin. Étrangement, cette figure semble presque humaine dans son apparence physique. Mais tenez-vous bien, car ce qui va suivre dépasse tout entendement. Le dieu du temps et de l'espace entre en scène. Chronos les observe avec une expression lasse, tandis que Kai, plein d'assurance, pense qu'il ne s'agit que d'un ennemi de plus sur sa route. Convaincu de pouvoir le vaincre aussi facilement que les précédents, il concentre son énergie dans plusieurs lances magiques et les projette en rafale vers Chronos. En réponse, le dieu du temps et de l'espace sort calmement sa lame dimensionnelle et se joue de l'attaque en balayant les projectiles d'un simple mouvement. Il ne cille même pas, son regard vide d'émotion transperçant l'âme. Rien ne l'impressionne. Kai, quant à lui, se retrouve tétanisé, incapable de réagir. Dans un retournement brutal et sanglant, Chronos le cible sans pitié avant de transpercer son crâne d'une attaque foudroyante. La légende du roi pourpre se heurte à la réalité implacable d'un dieu. Témoin du corps sans vie de Kai, s'effondrant au sol, ses compagnons restent sans voix, tandis que Rei n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe sous ses yeux. Hésitant à croire ce qu'il vient de voir, il remet en question ses propres sens. Incapable d'accepter que le roi pourpre, l'un des mages les plus puissants du monde, ait été éliminé d'un seul coup. Reconnaissant la divinité face à eux comme un véritable monstre de destruction, les subordonnés de Kai tentent aussitôt de fuir. Une décision intelligente, certes, mais ça ne sert à rien. Chronos les massacre brutalement en une fraction de seconde. Le désespoir submerge notre garçon qui s'effondre au sol, vaincu.
Le dieu jusque-là silencieux prononce alors ses premiers mots, ravi de découvrir un humain parmi le groupe. Refusant d'accepter la défaite, Rey rassemble tout son courage dans un seul et même instant. Il en a trop bavé dans la vie pour laisser tout s'arrêter maintenant, avant d'avoir atteint ses objectifs. Armé de cette détermination, bien que son corps tremble rien qu'à l'idée de se tenir debout, le garçon sans couleur pointe son arme effilée vers le dieu inarrêtable. Voilà ce qu'on appelle du courage. Cronos, amusé, constate qu'un être sans couleur ose se dresser contre lui alors que les autres ont péri dans une mort atroce. Même si son corps vacille, notre garçon n'est pas prêt à abandonner sa vie. En réponse à cette bravoure, le dieu du temps et de l'espace décide de tester la détermination de l'enfant. Et non, il ne va pas lui balancer un petit « tiens, cadeau, un nouveau pouvoir ». Au lieu de ça, Rey se prend littéralement le traitement façon Toji de Jujutsu Kaisen. Une partie de son flanc se déchire, le faisant hurler de douleur. Cronos s'en moque éperdument et se dit qu'il y est peut-être allé un peu fort. Grâce à son contrôle du temps, il ramène Rey à son état guéri, au grand choc de ce dernier. Il est temps pour la deuxième partie de cette épreuve infernale. Cette fois, Cronos libère des flammes d'une intensité indescriptible, enfermant l'adolescent dans une arène embrasée par les flammes du désespoir. Pas de détour ici. Même le nom de cette attaque en jette sérieusement. Le dieu est curieux de voir comment ce petit humain fragile va réagir à un tel piège. Bien entendu, même dans sa faiblesse, Rey sait que de simples attaques ne suffiront pas. Mais peut-être qu'en utilisant l'épée dimensionnelle, celle-là même que Cronos a utilisée pour tuer son frère, les choses pourraient tourner autrement. Il fonce alors, traversant les flammes du désespoir d'une attaque en avant. Mais même armé de cette lame puissante, son corps fragile est ravagé par les brûlures, le faisant hurler de souffrance. Face à la persévérance du garçon, le dieu du temps et de l'espace esquisse un sourire amusé, qui se transforme rapidement en choc total lorsqu'il sent une arme transpercer sa poitrine. Notre garçon vient de porter un coup direct à un foutu dieu. On peut officiellement appeler ça le début d'une saga. Mais malgré cette tentative, Cronos esquisse un sourire sinistre et remonte le temps une fois de plus, ramenant Rey à sa position de départ. Cronos avoue être impressionné par les efforts du garçon. Cependant, Rey, accablé, se laisse tomber au sol et accepte la défaite, comprenant qu'il avait perdu depuis le début. Les pensées de mort et de désespoir l'envahissent, laissant place à un vide noir. À son insu, une interface système apparaît devant lui, annonçant que la présence du dieu du temps et de l'espace a brisé le sceau de sa compétence noire. Même Cronos en est choqué, ne comprenant pas ce qui se passe. Rey, quant à lui, reçoit officiellement son premier talent, Dren, une compétence qui lui permet de voler le pouvoir de remonter le temps. Rey reste stupéfait devant ce qu'il voit sur l'écran, tandis que Cronos, un dieu rien que ça, commence à transpirer. D'un geste audacieux, l'adolescent utilise pour la première fois sa nouvelle capacité. Mais cette fois, il ne revient pas juste quelques secondes en arrière. Non, son mouvement est si osé qu'il en fait frémir même Cronos. Le système se met en sur-régime et lance une régression complète, faisant remonter les aiguilles du temps de plusieurs années. Lorsqu'il rouvre les yeux, notre garçon réalise que, bien qu'il ait utilisé la compétence de rembobinage, il ne comprend même pas ce qui s'est passé. Bon sang. En fixant son reflet dans le miroir, il comprend qu'il est en train de regarder une version plus jeune de lui-même. Revenons quelques instants en arrière. Nous aussi. Lorsque Rey a lancé cette capacité, un mystérieux guerrier lui a révélé qu'il n'était pas assez puissant pour vaincre le dieu du temps et de l'espace avec ses propres pouvoirs. C'est justement pour cela que ce guerrier a confié cette capacité à Rey, convaincu qu'elle lui permettrait un jour de vaincre Cronos. Retour au présent, ou plutôt au passé. Notre garçon se demande s'il est en train de rêver, mais en regardant par la fenêtre, il aperçoit le château inversé, toujours d'un blanc immaculé. Et pourtant, hier encore, ce château était noir. La dernière fois qu'on l'avait vu aussi pur, c'était il y a 7 ans. Ensuite, il s'était lentement corrompu jusqu'à devenir entièrement noir. Ce n'est qu'à ce moment-là que sa porte s'était ouverte. En s'y aventurant, ils étaient tombés nez à nez avec le dieu du temps et de l'espace. Peu à peu, les morceaux du puzzle s'assemblent dans l'esprit de Rey, qui se souvient de son usage de la compétence de rembobinage, obtenue grâce au vol de compétences. Jetant un œil à son téléphone pour confirmer, le gars réalise qu'il a bel et bien reculé dans le temps de 7 ans. En ouvrant sa fenêtre de compétences, il découvre via le système qu'il a bien accès au vol de compétences, mais que la capacité de rembobinage a disparu. Mais franchement, notre garçon s'en moque pas mal, parce qu'enfin, oui enfin, il a acquis un talent rien qu'à lui.
Après avoir passé 10 ans à tenter en vain de développer une seule compétence, c'était devenu désespérant. Grâce à ce nouveau pouvoir, il peut enfin ouvrir des portes et accomplir des choses qu'il ne faisait que rêver. Jetant un nouveau coup d'œil à son téléphone, Ray se souvient soudainement qu'aujourd'hui est censé être le jour de l'examen des mages. La scène nous transporte alors dans le quartier de Chiyoda, au siège de l'Association des mages. C'est l'unique organisme officiel chargé de surveiller et de réguler les activités des êtres appelés mages, tout en les aidant dans leur conquête de donjons. En entrant dans le bâtiment, Ray remarque à quel point il semble neuf, ce qui s'explique parfaitement grâce à sa régression temporelle. Soudain, Goto et Wake, les deux larbins de Kai, commencent à l'embêter, le traitant de bon à rien sans affinité élémentaire, qui est là sans aucune raison valable. Même Ray se souvient de ces bouffons, puisqu'il faisait partie de leur groupe autrefois. Goto et Wake deviennent rapidement envahissants, insinuant que ce pauvre gars sans couleur compte passer l'examen. Pour eux, c'est ridicule de se présenter à une telle épreuve sans le moindre talent. Et même s'ils détestent le reconnaître, Ray sait qu'ils ont raison. Ce n'est pas comme si c'était sa première tentative. En réalité, notre garçon a repassé l'examen des mages plus de fois que quiconque, espérant obtenir un jour une note suffisante. Mais à chaque fois, il n'a récolté que des échecs. Balayant la main de l'un d'eux, Ray met fin à la discussion, surprenant les deux abrutis par cette soudaine étincelle de courage. Tournons maintenant notre attention vers l'examinatrice du jour. Il s'agit d'une mage de rang B, nommée Hinata. Disons simplement qu'elle n'est pas ravie de voir notre garçon réapparaître devant elle. Hinata le prévient, à force d'insister, il va finir par se faire tuer. Mais Ray est prêt à tenter sa chance une fois de plus. Peu après, on le conduit au lieu de l'examen. Hinata, qui sait qu'il connaît déjà les règles, ne se donne même pas la peine de les répéter. Ray se prépare. Son objectif, récupérer 3 pierres magiques auprès des gobelins à l'intérieur du donjon. C'est la seule condition pour réussir l'examen. Et pour quiconque possède une simple compétence, c'est censé être un jeu d'enfant. Enfin, en temps normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour tristement célèbre. Celui de l'examen au cours duquel un incident terrifiant s'est produit. Un monstre effroyable, bien au-dessus du niveau de ce donjon, est apparu de nulle part. Le Red Cap, un monstre de niveau 37. Et voilà que notre gars est là à récolter de l'aura, malgré sa taille de gobelin minuscule. Il s'avance d'un pas menaçant, pendant que l'examinatrice, figée de stupeur, tente de comprendre comment une telle créature a pu surgir. Elle se jette alors en avant pour servir d'appât, tout en hurlant à notre héros de fuir pour sauver sa peau. Mais même Ray comprend que face au Red Cap, elle n'a aucune chance. L'écart de niveau est bien trop grand. Dans l'histoire d'origine, Hinata n'a pas réussi à vaincre ce monstre et a fini grièvement blessée. Elle a tout donné pour retarder l'inévitable et protéger Ray jusqu'à son dernier souffle. Malgré tout, la jeune femme s'est fait massacrer, subissant des blessures qui ont mis un terme à sa carrière. Et tout ça à cause de l'inutilité, de l'incompétence et de la faiblesse de Ray. C'est bien le Red Cap qui a mis fin à sa carrière, littéralement. Mais cette fois, le neveu de Gojo n'a pas l'intention de le permettre. Le gars est déterminé à tenir bon, à affronter de face la menace qui fonce sur lui. Dans un geste rapide, Ray lance sa lame contre la créature. Il se souvient que le Red Cap possède une compétence qui augmente ses capacités physiques à un tel point que les attaques ordinaires ne servent à rien. Sauf que notre héros n'est pas un combattant ordinaire. Quand les armes échouent, il passe au corps à corps, une baston tout public. Son poing ne fait qu'énerver encore plus le gobelin, comme si la créature était outrée qu'un gringalet ose même essayer. Le Red Cap tente alors de l'achever avec sa prochaine attaque, quand soudain, un événement inattendu survient. L'interface du système révèle que Ray vient de voler la compétence d'amélioration physique du monstre, augmentant considérablement ses propres statistiques. Grâce à cela, Ray délivre une attaque verticale d'une pureté éclatante, tranchant le gobelin comme un fruit mûr. Hinata n'en revient pas. Ce type si faible vient de vaincre le Red Cap d'un seul coup. Tandis qu'elle reste sous le choc, Ray, lui, savoure mentalement sa nouvelle capacité de vol de compétences. Il sait qu'il a trouvé un pouvoir en or. De son côté, Hinata a des tonnes de creux de gars et bien embêté, incapable de trouver une explication logique. Évidemment, il ne peut pas lui avouer qu'il possède une compétence noire. Sa meilleure excuse, c'était juste un coup de chance. Il transpire à grosses gouttes, et Hinata n'est pas dupe face à cette tentative de manipulation. En plus de ça, elle veut annuler l'examen à cause de l'apparition inattendue du monstre.
L'incident sera consigné et rapporté au quartier général. Ray, lui, se souvient que même les irrégulières ne sont pas censées apparaître si tôt, mais il lui manque encore 2 pierres de mana pour valider l'épreuve. Mais bien sûr, l'examinatrice refuse de le laisser continuer, compte tenu du danger. C'est à ce moment-là que 2 autres gobelins surgissent des ombres, prêts à attaquer. Pas de panique. Ray les tranche net d'un seul coup chacun, sous le regard impressionné de Hinata. Avec les 3 pierres de mana en main, il remplit enfin les conditions requises. L'examinatrice reste sans voix. La scène se déplace ensuite vers l'entrée du quartier général de l'Association des mages. Hinata lui remet officiellement sa licence de mage. En voyant la carte portant enfin ses identifiants, Ray ressent une catharsis. Et on le comprend. Il a galéré pendant des années pour réussir cet examen. Tout ce temps, il a persévéré pour devenir mage. Un porteur jamais reconnu, toujours piétiné. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, il est officiellement un mage. Et ce n'est pas tout. Elle lui remet également les informations sur le taux de conversion des pierres de mana. Ces pierres, issues des monstres après leur défaite, sont une précieuse source d'énergie et peuvent être échangées contre de l'argent. Grâce à sa victoire contre un monstre de rang A, Ray ne peut s'empêcher de sourire en consultant son relevé. La vie est enfin de son côté. Le mec vient littéralement de recevoir 3 foutus millions pour avoir vaincu un monstre et il est complètement abasourdi. Il réalise à quel point la vie peut être douce pour un mage. Même l'examinatrice se met à l'acclamer, preuve qu'elle est vraiment du genre à soutenir les siens. Ray décide alors de faire une dernière demande à Hinata, une requête qui sera révélée dans la scène suivante. Devant une porte à l'apparence unique, il prend un instant pour contempler son nom et son rang. Avant, il n'était même pas autorisé à pénétrer seul dans un donjon. Mais avec cette évolution, il pense enfin avoir une chance de changer le cours du futur. Soudainement, une main astrale gigantesque surgit. Quelqu'un a lancé la compétence « Main de mana » et immobilise notre héros. Ce sont en fait les sbires de Kai, ceux qu'on a déjà croisés auparavant. Les types se moquent de lui, incrédules face à sa tentative d'entrer seul dans un donjon en enfreignant les règles. Ray les prend de court en leur annonçant qu'il a réussi l'examen de mage, ce qui lui donne justement le droit de faire ça. Mais cette vérité leur semble si absurde qu'ils le traitent de menteur. L'un d'eux lui agrippe le crâne et le somme de prouver son talent. Parlons un instant de la compétence main de mana. Il s'agit en réalité d'une compression de mana modelée en une forme physique. C'est pour cela que Ray a tant de mal à se libérer, même en activant son pouvoir d'amélioration physique. Sauf que seuls ses bras sont entravés. Ses jambes étant libres, il se propulse à toute vitesse et assène un violent coup de tête dans le nez de son agresseur, provoquant une belle hémorragie. Et à ce moment-là, Ray parvient à voler la compétence et à se libérer lui-même. En imitant son adversaire, il déchaîne à son tour une main de mana et entrave le clone de la même manière. Les autres sont sous le choc. Ils n'arrivent pas à croire qu'il a pu éveiller son propre talent. Mais alors qu'il maîtrise encore l'un d'eux, l'autre intervient avec une vulgaire boule de feu. Pour contrer l'attaque, Ray active sa compétence ultime d'amélioration corporelle. Un halo doré l'enveloppe et d'un geste vif, il dévie la boule de feu comme si de rien n'était. L'adversaire n'a même pas le temps de comprendre ce qu'il se passe, qu'il se prend un punch, qu'il envoie s'écraser contre un mur. Ils hallucinent. Ce type ne possède pas qu'une seule compétence, au point qu'ils commencent à se demander s'il ne serait pas un manieur de double affinité. Ray, amusé, nie l'accusation, tout en faisant apparaître une boule de feu dans sa main. Grâce à son contact avec son opposant, il a pu copier cette compétence. Libérant la sphère rouge tourbillonnante, Ray les corrige. Il a même une autre couleur en réserve. Et là, c'est la panique. Ses adversaires sont littéralement en train de se chier dessus en découvrant l'étendue de ses pouvoirs. Pour couronner le tout, personne n'a jamais entendu parler d'un utilisateur tricolore. Ray ne se laisse pas distraire par leur bavardage. Il balance la boule de feu juste à côté de l'un d'eux. Puis, il libère l'autre de ses chaînes, les fixant froidement. « Vous voulez encore jouer ?» Les 2 imbéciles se regardent et comprennent que c'est leur seule chance. Ils détalent comme les lâches qu'ils sont. Mais le vrai problème, c'est le frère de Ray. Si le roi pourpre apprend ce qui vient de se passer, les choses vont sérieusement dégénérer. Dans le futur, ce frère n'est rien d'autre qu'un toutou aux ordres de Kai. Si la rumeur se répand que Ray a éveillé de nouveaux pouvoirs, Kai viendra forcément pour lui faire la peau. Et comme ce dernier est déjà au niveau 50, il reste l'un des mages les plus puissants du moment. En plus de son frère, Ray a bien d'autres préoccupations. Par exemple, un donjon devrait s'ouvrir sous peu.
Pour l'instant, ce qui compte, c'est de monter en niveau pour pouvoir vraiment se défendre. C'est pour ça que Ray s'aventure en solo dans un donjon, pour progresser. C'est le seul moyen d'obtenir de meilleures compétences et d'augmenter sa réserve de mana pour les utiliser. En marchant, perdu dans ses pensées, il est soudainement alarmé par l'apparition spontanée d'un monstre. Cette créature à l'allure d'épouvantail est en réalité un sorcier des flammes de niveau 38, soit un niveau de plus que le gobelin à la casquette rouge qu'il affronte. Comme il ne lui reste assez de mana que pour créer une seule boule de feu, il l'invoque dans sa main gauche. Mais le sorcier des flammes est d'un autre calibre. Lui peut aisément canaliser plusieurs projectiles enflammés. Cet écart de puissance vient simplement de la différence de niveau. Les boules de feu sont propulsées droit vers notre héros, qui lance la sienne pour les contrer. Malheureusement pour lui, son attaque n'en neutralise qu'une seule. Les autres continuent leur course, et il doit les esquiver. Il y parvient, reprend ses appuis et réalise que ce combat ne se gagnera pas en affrontement direct. Malgré tout, une chose est claire. Peu importe le niveau de l'adversaire, il y a toujours une faille à exploiter. Ray le sait, et il en profite pleinement. Il fonce sur le sorcier, lequel sent bien qu'il va se faire corriger. Avec seulement 2 secondes pour agir, Ray assène un coup qui rappelle les knockouts de Mike Tyson et pulvérise le mage. Dès le premier contact, il lui dérobe immédiatement sa compétence de boule de feu, sa seule méthode d'attaque. La créature tente de riposter en préparant un nouveau sort, mais le combat est déjà terminé. Ray utilise désormais la compétence volée autour du sorcier, l'engloutissant dans un ouragan de flammes. Ainsi s'achève le combat. Peu après cette victoire, notre garçon gagne 4 niveaux d'un seul coup grâce à ce monstre redoutable. C'est logique pour lui. Plus la créature est puissante, plus les points d'expérience sont importants. Et même s'il est d'ordinaire pénible d'affronter de tels ennemis, le vol de compétences reste un moyen imparable de les battre sans difficulté. On découvre alors son niveau actuel. Ray est passé du niveau 8 au niveau 12 en un seul affrontement. Déterminé à accomplir son objectif, il vise au minimum le niveau 30 dans ce donjon. La chasse reprend. Ray élimine un autre sorcier des flammes, un gobelin à casquette rouge, puis un guerrier lézard. Après un certain temps, il atteint le niveau 27. Mais évidemment, il devient de plus en plus difficile de progresser aussi vite. Pour atteindre le niveau 30, il lui faut maintenant vaincre des adversaires encore plus puissants. Il se dirige donc vers la partie la plus profonde du donjon, la salle du boss. Devant l'entrée, Ray réalise que ce combat est tout ce qui lui manque pour atteindre son but. Il pose la main sur la porte et entre. L'arène est vide, mais au loin, une silhouette s'avance lentement hors de l'ombre. Entouré d'une aura verte, ce monstre se fait appeler le démon crâne. Son apparence incarne la brutalité et il est escorté par des diablotins de haut niveau. Ray comprend immédiatement le danger. Il affronte désormais plusieurs ennemis redoutables à la fois. Sa seule chance est de leur voler leurs compétences. En activant son amélioration corporelle à pleine puissance, notre garçon fonce sur le boss. Il arme son poing pour un coup dévastateur et le relâche. Mais à sa grande surprise, le démon crâne ne bouge même pas. Pire, le coup n'atteint pas sa cible, bloqué par une sorte de barrière invisible. Ray recule aussitôt, remarquant le bouclier hexagonal qui protège son adversaire. Comme il s'en doutait, percer cette barrière de mana ne sera pas une mince affaire. Et sans la possibilité d'utiliser le vol de compétences, le démon crâne devient un adversaire redoutable. La créature démoniaque pousse un cri de guerre et se jette sur lui avec une vitesse impressionnante. Ray esquive de justesse, l'attaque ne le frôlant que d'un cheveu. Il comprend que la situation est critique. S'il veut passer cette foutue barrière de mana, il va devoir adopter une toute autre stratégie. C'est là que les diablotins volants entrent en jeu. Parce que même si notre garçon n'a pas assez de force à lui seul, il a une autre carte en main. Ray fonce donc sur l'un des diablotins, le frappant d'un coup puissant. Parce que, comme je l'ai dit, ses points sont classés utilisables par tous, même quand tu es une chauve-souris géante. Cela active sa capacité de drainage de compétences, lui permettant de voler l'aiguille de glace au diablotin. Ensuite, notre héros enchaîne avec une boule de feu, pulvérisant la créature avec sa magie. Avec un des deux transformé en frites carbonisées, il repère l'autre et utilise sa nouvelle capacité, l'aiguille de glace, pour empaler le second diablotin et le faire chuter aussitôt. Les distractions éliminées du champ de bataille, Ray concentre son attention sur le démon squelettique, qui, sans se presser, réinvoque un diablotin grâce à sa magie d'invocation. Tu pourrais penser qu'il vient de perdre son temps, mais en réalité,
pas du tout. Cette capacité joue en sa faveur, car c'est exactement ce que Rey attendait pour replonger dans son état de puissance accrue. En tranchant un autre diablotin, il atteint le niveau 28, ce qui lui permet de gagner davantage de points d'expérience. Ce niveau atteint, le système lui annonce qu'il remplit les conditions pour activer la synthèse de compétences. C'était le plan de Rey depuis le début. Revenons au démon squelettique rugissant, qui voit Rey utiliser les compétences aiguilles de glace et boules de feu de manière stratégique. Grâce à un lancement simultané, il active le processus de synthèse, fusionnant les deux compétences en une nouvelle capacité unique. Armé de ce nouveau pouvoir, notre garçon bondit pour attaquer le monstre par les airs. Comme la fois précédente, le démon squelettique active sa barrière de mana pour se protéger de l'attaque dévastatrice de la lance de feu. L'attaque frappe le bouclier, mais dépasse ses limites. Le champ magique se fissure, puis éclate en morceaux. Et c'est ainsi que Rey brisa la barrière de mana et l'acquit pour lui-même. Mais le combat n'est pas terminé. Il réactive son pouvoir d'amélioration pour attaquer à nouveau le démon squelettique. Grâce à son vol de compétences, il a éliminé les défenses du boss. Alors que le démon squelettique tente de se remettre de l'attaque précédente, Rey invoque une seconde lance de feu et la plante en plein dans sa poitrine. Dans un ultime râle, la créature s'embrase dans une flamme écarlate, totalement englouti par l'assaut. Une fois le monstre vaincu, il laisse tomber une pierre de mana verte. Mais ce n'est pas tout. Rey évolue encore, gagnant 4 niveaux d'un coup. Il atteint ainsi le niveau 33 à la fin de ce seul combat, ce qui est impressionnant. Ayant enfin vaincu la créature et percé son bouclier impénétrable, notre garçon prend un instant pour souffler. Quant à la synthèse de compétences qu'il a utilisée plus tôt, prenons quelques secondes pour en expliquer le fonctionnement. Comme son nom l'indique, elle consiste à combiner plusieurs compétences individuelles pour en créer de nouvelles, plus puissantes. C'est une technique redoutable, uniquement accessible à partir du niveau 30. Rey était convaincu de pouvoir l'utiliser très bientôt. C'est pourquoi il avait misé tout son plan dessus. Heureusement que ça a marché, car le combat s'annonçait compliqué au départ. Soudain, l'interface du système affiche un nouveau message à son attention. Il a désormais le niveau requis pour améliorer sa capacité de vol de compétences. Avant, il ne pouvait posséder que 3 compétences à la fois. Mais avec cette montée en niveau, il peut désormais en stocker jusqu'à 5, ce qui est une excellente nouvelle pour lui, car cela lui offre plus de choix dans ses stratégies. La scène se termine au quartier général, où Rey apporte la pierre de mana du démon squelettique pour l'échanger. En la voyant, Hinata est stupéfaite. Il a réussi à abattre un boss de haut niveau tout seul. Et en plus, il est maintenant au niveau 33, le tout en à peine une journée. Comme la dernière fois, Rey est catastrophique pour trouver des excuses et tente maladroitement de faire croire que tout cela n'est qu'une question de chance. Mais c'est comme dire qu'on a eu la chance de trouver $1 milliard sous son lit. Même Hinata lève les yeux au ciel et lui dit franchement d'arrêter de mentir. C'est tout bonnement impossible d'amasser autant de points d'expérience en une seule journée. Elle lui apporte cependant une excellente nouvelle. Maintenant qu'il a franchi le niveau 30, il est officiellement éligible pour être classé mage de rang B, sans aucune condition particulière. La conversation se déroulait plutôt bien, jusqu'à ce qu'une voix familière ne surgisse derrière eux. Le corps de Rey se fige entièrement à l'instant où il entend la voix arrogante de son frère. Kai refuse de croire que ce loser de frère puisse réellement être de rang B. Il est convaincu que c'est une erreur ou alors un coup de chance complètement absurde. Rien que la présence de Kai suffit à faire transpirer Rey à grosses gouttes. Il aurait tout donné pour ne pas croiser son chemin si tôt. Hinata aussi semble surprise de le voir, tandis que le roi pourpre commence à cracher son venin, expliquant que son frère minable est incapable d'utiliser une seule compétence, même si sa vie en dépendait. C'est ça, être un sans couleur, après tout. Pour lui, le fait que ce même gars ait atteint le rang B est tout simplement ridicule. Mais Hinata, fidèle soutien de Rey depuis le premier jour, prend immédiatement sa défense. Elle affirme qu'il a vaincu à lui seul le chapeau rouge et le démon crâne. Cette révélation attire aussitôt l'attention de Kai, qui se tourne vers Rey avec un regard sceptique et sérieux. Il laisse émaner son aura pourpre et demande à son frère s'il est vraiment devenu aussi compétent que ça. Puis, sans prévenir, ce taré concentre sa force dans un point surboosté et attaque Rey sur le champ. La puissance brute du coup suffit à faire trembler la pièce. Lorsque la poussière retombe, on découvre les conséquences. Le point de Kai n'a pas atteint Rey, mais il a réussi à briser une partie de sa barrière de mana. En réponse, Rey,
confiant, lance un regard assassin à son frère et le critique pour son comportement irréfléchi. Les deux sont sur le point de s'affronter sérieusement, ce qui met le surveillant sur les nerfs. Le roi pourpre réalise alors que son frère a bel et bien éveillé ses pouvoirs, à sa grande surprise. Toutes les rumeurs étaient donc vraies, ce que Rey confirme d'un ton calme. Kai retire son poing, mais argue aussitôt que posséder une compétence ne change rien, et qu'il ne devrait pas s'enorgueillir pour autant. Après tout, Kai déclare qu'il sera l'épreuve ultime de Rey, se positionnant carrément comme son ennemi. À voir l'ambiance, Hinata commence à s'inquiéter sérieusement, craignant que Kai ne relance une autre attaque en plein cœur du quartier général. Heureusement, malgré sa folie et ses cheveux violets, il n'ira pas jusque-là. À la place, Kai accuse Rey d'avoir triché pour arriver à ce niveau, convaincu qu'un tour de passe-passe se cache derrière tout ça. Mais il ne cherche qu'à le provoquer pour que Rey accepte de l'affronter en duel. Rey sait que s'il refuse ici et maintenant, la situation ne fera qu'empirer à l'avenir. C'est pourquoi, malgré leurs différences de niveau, il plante son regard dans celui de son frère avec détermination et accepte le défi, ce que Kai n'avait pas du tout prévu. Au contraire, cela le frustre au plus haut point. La scène bascule alors vers l'arène du quartier général de l'Association des Mages, un lieu bien plus approprié pour un affrontement de ce genre. Face à son puissant adversaire, Rey rassemble ses pensées. Il se dit qu'une bonne manière d'affronter un ennemi plus fort que soi, c'est de rester constamment attentif aux ressources à disposition. Par exemple, l'écart de mana est un facteur crucial. Voilà pourquoi il ne peut se permettre de baisser sa garde, pas même une seconde. Le souci, c'est qu'il n'est encore qu'au niveau 30. Cela signifie qu'au mieux, il peut utiliser 3 compétences en même temps. Mais Kai, ce type est au niveau 50, et il peut enchaîner jusqu'à 5 compétences à la suite, ce qui lui donne un avantage naturel dans leur affrontement. Autrement dit, ce combat ne peut pas être mené de front, car Rey est littéralement incapable de rivaliser avec la réserve de mana de son frère sans vider la sienne en premier. C'est pourquoi sa stratégie repose sur un autre moyen de combler cet écart. Le combat commence immédiatement, et notre héros lance sa première attaque sous forme d'aiguille de glace. Pendant ce temps, Kai, impassible, invoque 4 boules de feu de son côté. Les 2 attaques sont propulsées l'une contre l'autre, et dès que les aiguilles de glace entrent en contact avec les boules de feu, une explosion retentit. À vrai dire, je m'attendais à ce que Kai l'emporte dans cet échange, mais même lui est surpris de voir Rey déjà passé à l'offensive. Grâce à sa compétence d'amélioration corporelle, il réduit rapidement la distance entre eux, tentant de submerger son adversaire en combat rapproché. Cela choque profondément Kai, car cela lui confirme que son frère est désormais, lui aussi, un manieur de double affinité élémentaire. Ce qui est fascinant, c'est que cette charge de Rey est une manœuvre calculée. Il sait que, puisque Kai a consommé son mana dans les 4 boules de feu, il ne lui reste probablement qu'une seule utilisation de compétence. Alors Rey ne se contente pas d'utiliser l'amélioration corporelle, il enchaîne avec la lance de feu. 3 compétences activées simultanément, un coup quasiment assuré s'il atteint sa cible. Kai est stupéfait de voir que son frère manie non pas 2, mais bien 3 compétences à la fois. Et pourtant, au lieu de paniquer, un sourire se dessine sur son visage, comme si cela n'avait aucune importance. Kai active une boule de feu juste au moment où son adversaire se trouve à portée, en voyant Rey valser sous l'impact. Et là, c'est l'incompréhension totale pour Rey. Cette unique boule de feu a réussi à rivaliser avec sa lance de feu et même à la dominer, ce qui devrait être tout bonnement impossible. L'arrogant Kai comprend enfin pourquoi son frère se montrait si confiant. Il croyait avoir affaire à un simple adversaire, alors qu'il se battait contre un utilisateur de triple affinité. Mais la vraie différence entre eux est limpide. Leur écart de niveau est bien trop grand. Et maintenant, c'est au tour de Kai d'écraser Rey. Il lui lance une rafale de boules de feu. Évitant les projectiles de toutes ses forces, Rey prend la fuite et riposte à distance avec une nouvelle utilisation de sa lance de feu. Quoi qu'il en soit, le roi pourpre ne semble pas du tout intimidé et contre l'attaque d'un simple tir de sa compétence boule de feu. Cette unique boule de feu pulvérise la lance de feu de Rey et conserve assez d'énergie pour continuer sa trajectoire vers lui. Heureusement, Rey active sa barrière de mana pour tenter de bloquer l'impact. Mais voici le rebondissement. Même sa barrière de mana ne suffit pas à contenir cette attaque pourtant basique de Kai. Le bouclier vole en éclats sous le choc, projetant Rey en arrière. À ce stade du combat, il est évident que son frère le domine sans même fournir d'efforts.
Ray est en mauvaise posture, toutes ses compétences se révélant inefficaces. Voyant la victoire lui tendre les bras, Kai offre une chance à son frère. Il lui propose le pardon, à condition qu'il s'agenouille devant lui et admette qu'il avait tort de le défier. Rongeant sa frustration, Ray médite sur la gravité de sa situation. Il ne peut rien changer à ses compétences, ni à sa réserve de mana. Le désespoir commence à s'emparer de lui. L'idée d'abandonner le combat le gagne, jusqu'à ce que lui revienne en mémoire la vie qu'il a déjà connue, 10 ans dans le futur. Il n'était alors rien de plus qu'un esclave au service de ce frère fou. Ce souvenir suffit à rallumer en lui une flamme de détermination. Il se redresse et hurle son refus de se soumettre à Kai. En entendant cela, le roi pourpre entre dans une rage noire. Ce frère jadis insignifiant, sans couleur et misérable, osait maintenant lui tenir tête. Déterminé à en finir, Kai déchaîne sa technique d'overclocking, amplifiant sa boule de feu à des niveaux inconcevables au prix d'une énorme dépense de mana. Formant l'attaque dans sa main, Kai montre alors ce qu'est véritablement la puissance d'un roi. 10 boules de feu apparaissent tout autour de lui permettant d'écraser n'importe quel adversaire sur sa route. En voyant cette technique, Ray comprend que cette puissance est précisément ce qui fait de son frère l'un des plus puissants mages du monde. Contrairement aux autres rois, il possède un talent unique, celui de pouvoir dépenser une immense quantité de mana en un seul point. Cependant, même face à une défaite quasi certaine, Ray avoue qu'il attendait justement qu'il déclenche cette compétence. Cette déclaration soudaine est suivie d'un pas assuré vers l'avant. Il fonce droit vers le danger que la plupart des mages fuiraient sans réfléchir. Or, ce qu'il faut savoir sur cette attaque à 10 impacts de boules de feu, c'est qu'elle nécessite l'utilisation de la technique d'overclock. Mais il y a un piège. Ray bondit dans les airs, ce qui pousse Kai à le traiter d'imbécile pour s'être mis dans une position aussi désavantageuse. C'est à ce moment que Kai libère sa salve de boules de feu et la dirige droit vers lui. C'est exactement ce que Ray attendait. Il active alors sa main de mana, une compétence qu'il avait soigneusement gardée secrète jusqu'ici. Cette main de mana frappe violemment le sol, et la révélation que son frère peut en réalité activer 4 compétences laisse Kai sous le choc. Quant à Ray, il se fiche qu'il y ait 10 boules de feu ou 20. Tant qu'il peut les éviter, tout ira bien. En utilisant la main de mana ancrée dans le sol, il propulse son corps en un mouvement éclair, ce qui lui permet de se retrouver juste derrière Kai, pile au moment où le temps de récupération de sa capacité est activé. À cet instant crucial, même s'il est bien plus puissant que Ray, Kai est sans défense à cause de la technique qu'il vient d'utiliser. C'est précisément cela qui crée une ouverture. Ray en profite alors pour lui asséner un bon vieux « prends ça dans la figure », ébranlant l'arrogant roi dans ses convictions et l'envoyant s'écraser contre le sol. Ray prouve une fois de plus qu'il est un véritable génie du combat. Franchement, c'est impressionnant. Et pour couronner le tout, il vient d'acquérir la technique d'overclock de Kai. Avec cette compétence désormais dans son arsenal, l'issue du combat semble scellée. Mais Kai n'en a pas terminé. Il se relève en maudissant son frère. Ray commence à s'inquiéter, car ce mage dérangé semble prêt à le tuer ici et maintenant, pour avoir réussi à lui porter un coup de nez. Et c'est ce qu'il tente de faire, enveloppant sa magie violette autour d'une lance de glace et activant sa compétence ultime, la lance démoniaque. En voyant cette compétence s'activer, Ray est terrifié. Il sait que c'est la plus puissante de l'arsenal de Kai. Ce qu'il ne comprend pas, c'est comment son frère connaît déjà cette capacité, alors qu'il est encore si jeune. Kai lance sa lance démoniaque vers son frère, qui parvient à peine à l'éviter. La vitesse et la puissance de cette lance sont un véritable cauchemar pour Ray, sans parler du fait que ce monstre peut en créer à volonté. La seule raison pour laquelle Ray avait pu toucher son frère jusque-là, c'était parce que ce dernier ne le prenait pas au sérieux et s'amusait. Mais même lui sait que lorsque le roi pourpre se bat sérieusement, sa puissance devient terrifiante. Les lances démoniaques continuent de le pourchasser. Ray tient à peine le coup en esquivant chacune d'elles, conscient qu'il est en train de se faire surpasser. Le dos contre un mur, tout semble terminé pour lui. Le roi pourpre le tient exactement où il le voulait, et il a assez de mana pour l'achever. Dans un dernier effort, Ray contre-attaque avec sa propre frappe de lance enflammée. Kai, sans surprise, répond avec une autre lance démoniaque, provoquant une énorme explosion au moment où les deux lances s'entrechoquent, contre le mur de l'arène, y creusant un cratère. Il tient à peine debout, tandis que Kai lui parle de haut, lui rappelant pourquoi on l'appelle le roi pourpre.
Et pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands mages de l'histoire. Et ce n'est pas une vantardise. Même Ray connaît parfaitement les pouvoirs colossaux de son frère. Pendant ce temps, Kai le provoque, se moquant de lui pour faire le malin avec seulement quelques compétences dans son arsenal. Mais grâce à cette remarque, Ray a une révélation soudaine. Il sait qu'il ne peut pas rivaliser avec son frère en puissance brute ou en nombre de techniques, mais il peut faire autre chose. Il peut peut-être exploiter le véritable pouvoir de la compétence pourpre. Jusqu'à présent, il n'avait réussi qu'à fusionner 2 couleurs à la fois, limité par sa faible capacité de mana, ce qui l'empêchait de libérer tout son potentiel. Alors, il passe à l'action. Il active littéralement la technique d'Overclock et il le fait avec une prestance incroyable. Son frère en reste bouche bée. Il ne peut pas croire que Ray maîtrise aussi cette technique. Non seulement il vient de doubler sa consommation de mana, mais d'après ce que Kai observe, Ray vient surtout de débloquer une version améliorée de la fusion de compétences. Une version que personne d'autre ne possède, baptisée Fusion Noire. C'est exactement l'atout qu'il lui fallait. Ray esquisse un sourire confiant, ce qui commence sérieusement à inquiéter Kai. Il comprend que son frère vient d'augmenter sa réserve de mana. Ray rassemble alors l'énergie dans sa main, montrant au monde entier qu'aucun autre mage n'avait jamais réussi une fusion à 3 couleurs. En fusionnant la compétence de boule de feu rouge, la compétence d'aiguille de glace bleue, et en la sublimant avec sa compétence d'amélioration jaune, Ray libère une puissance noire teintée de violet, une compétence d'essence noire, une couleur que même Kai n'avait jamais vue auparavant. Pour mieux comprendre, il faut savoir que le mana est composé de 3 énergies, le bleu, le rouge et le jaune. Et il fut un temps où Ray était si faible qu'il ne pouvait même pas exploiter une seule de ces énergies. Mais il avait tort dans son analyse. Son corps était unique. Il pouvait absorber les 3 types de mana. Celui qu'on appelait jadis le mage sans couleur et sans avenir se tient désormais droit, fort du pouvoir d'un mage noir. Et il est prêt à mettre fin à la carrière de Kai avec son prochain assaut. En unissant les 3 couleurs fondamentales, il a créé une toute nouvelle compétence, l'ultime, la fusion noire. Elle dépasse la fusion classique et engendre une capacité dévastatrice connue sous le nom de flamme de l'abysse. Ray réalise qu'il a déjà accompli son objectif, absorber le mana. Il se proclame officiellement comme le mage noir. De son côté, Kai commence à paniquer et lance un projectile magique pour empêcher son frère d'évoluer davantage. La lance pourpre vise directement sa tête, mais Ray n'est plus menacé. Il l'absorbe totalement avec sa magie noire. Ce que Kai voit alors le choque profondément. Ray avance vers lui, prêt à contre-attaquer. Le roi pourpre, acculé, déclenche un gigantesque projectile dans l'espoir de contrer la sphère magique noire qui se forme dans la paume de son frère. Mais Ray recule légèrement, puis relâche enfin la fureur de la flamme de l'abysse. Son attaque entre en collision avec la gigantesque lance pourpre de Kai. Le choc ne dure qu'un instant. Très vite, la technique de Kai est submergée. Sa confiance s'effondre au moment où l'attaque le frappe de plein fouet, déclenchant une explosion violette assourdissante. Lorsque la poussière retombe, Ray est le seul encore debout. Son corps est à bout de force, épuisé par le stress du combat et l'intensité de son nouveau pouvoir. Mais l'issue est claire. Le combat se termine lorsque le corps inerte de Kai s'écroule au sol. Il dort comme une souche. Ray n'en revient pas. Il a enfin vaincu son frère, même si ce n'était qu'une version plus jeune de celui-ci. Soudain, un écran système s'affiche et informe le mage noir qu'il a acquis une nouvelle compétence. Flamme de l'abysse est désormais officiellement dans son inventaire. Et cela signifie une chose, Ray vient de franchir un nouveau cap de puissance. Alors que le combat s'achève, l'examinatrice Hinata accourt à toute vitesse pour s'assurer de l'état de Ray. C'est assez drôle. Elle ne semble pas du tout s'inquiéter pour le type potentiellement mort au sol, mais bien pour notre héros. Ray lui fait signe qu'il va bien. Hinata, qui a tout observé, reste elle aussi stupéfaite par cette compétence légendaire. Bien sûr, à ce stade, même notre garçon commence à comprendre qu'il ne pourra pas cacher ses capacités indéfiniment. Ce serait tout simplement impossible. En dévoilant un aperçu de ses pouvoirs obscurs, il confie qu'il s'agit d'un type de compétence noire. Lorsque des particules et des éclats noirs commencent à tournoyer autour de son corps, les yeux de Hinata s'écarquillent. Elle réalise qu'il est le seul et unique individu au monde à posséder une compétence aussi singulière. Puisque tout cela est maintenant officiel, Ray se demande s'il doit déclarer publiquement son pouvoir à l'association. Mais au fond, il préférerait que tout cela reste secret, sans attirer l'attention. La réaction de Hinata le surprend.
Elle est choquée qu'il envisage de garder ça pour lui, au point de lui dire qu'il est peut-être en train de piétiner l'opportunité de sa vie. Notre garçon ne comprend pas bien, alors la surveillante l'éclaire. Chaque représentant le plus puissant de sa couleur se voit accorder le titre de roi. Elle cite l'exemple de Kai, roi de la couleur violette, car il en est le plus fort représentant. Hinata explique donc que, puisque Rei est le seul mage noir connu au monde, il pourrait dès maintenant le proclamer roi noir. Un instant, il réfléchit à toutes les possibilités. Pourtant, cela ne cadre toujours pas avec ses objectifs personnels, alors il refuse pour l'instant de se mettre sous les projecteurs. Il y a aussi le problème de son niveau, bien trop bas comparé à celui des autres rois, ce qui pourrait poser problème. Changeant de sujet, Rei dirige son attention vers le jeune homme endormi et demande à Hinata d'aller vérifier son état. Mais la surveillante n'a pas l'air inquiète, le moins du monde. Elle est persuadée qu'il se remettra, comme tous les rois, grâce à leur facteur de guérison élevé. Elle prévoit de l'emmener à l'infirmerie. Soudain, leur téléphone vibre en même temps. Une alerte urgente vient d'arriver. En la consultant, Rei découvre un avertissement critique concernant l'apparition d'un donjon dangereux, avec un niveau minimum recommandé de 70. Hinata est surprise, mais notre garçon, lui, est terrifié. Le redoutable donjon d'Ikebukuro est enfin apparu. Et même si le niveau recommandé est 70, les rois actuels n'ont atteint que le niveau 50, voire un peu plus. Dans la chronologie d'origine, dès la première semaine, tous les rois avaient découvert avec désespoir à quel point ils étaient encore faibles. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le donjon d'Ikebukuro avait été abandonné un temps. Mais cela a directement conduit à une tragédie sanglante, alors que d'effroyables monstres rouges ont commencé à en surgir. Ce phénomène est connu sous le nom d'effondrement de donjon, ce qui arrive logiquement lorsqu'un donjon n'est pas conquis dans un certain délai après son apparition. Bien sûr, à ce stade de l'histoire, ils ignoraient totalement qu'un tel effondrement pouvait se produire. Ils ne savaient pas qu'un donjon était soumis à une limite de temps, ni que les monstres en sortaient s'il était laissé à l'abandon. Le donjon d'Ikebukuro est devenu le tout premier de son genre. Classé comme le premier effondrement et débordement de donjons de la chronologie originelle, causant d'innombrables pertes humaines. Tokyo a été submergé par des monstres de haut niveau déchaînés, laissant une mer de sang derrière eux, avec seulement quelques survivants. Mais cette fois, Rei est bien décidé à empêcher cette tragédie de se reproduire. Il considère comme une mission personnelle de stopper l'effondrement du donjon. Le mage noir déclare à Hinata qu'il compte conquérir ce donjon tout seul. Une déclaration qui alarme la surveillante, convaincue que c'est bien trop dangereux, même avec ses compétences actuelles. Sans compter que seuls les mages de rang A sont autorisés à pénétrer dans un donjon de ce niveau. Heureusement, il lui reste encore du temps avant que l'effondrement ne se produise officiellement. Sachant que le prochain examen de classement A est prévu dans une semaine, Rei affirme qu'il s'élèvera au sommet du rang A grâce à ses résultats.